Savez-vous que vous n'avez pas besoin d'une formation pour vous lancer en tant que travel planner? Ça vous semble bizarre, dit par une formatrice? Pourtant, c'est la vérité. Mais si vous êtes là, c'est que le métier vous intéresse et que peut-être vous cherchez une formation. On va justement en parler aujourd'hui et je vais vous aider un petit peu à y voir plus clair sur les types de formations qui existent, lesquelles sont pertinentes ou pas selon votre projet. Je t'invite dans cette vidéo justement à entrer dans le monde des formations de travel planner, formation voyage au sens large. On va parler de tout ça et si tu as des questions, tu pourras me les poser en commentaire. Déjà, faisons un point très clair sur les formations classiques délivrant des diplômes d'État, tout ce qui va être BTS, titre professionnel, etc. et formation pour travel planner. La première catégorie va t'amener vers des postes de salariés, des postes d'agents de voyage. Ce sont des formations qui vont être exigées pour travailler en agence. Et la seconde, les formations pour travel planner vont te permettre de créer ton entreprise, de lancer ton activité de façon indépendante. Celles-ci ne seront pas reconnues si demain tu veux travailler dans un grand groupe du voyage. Faut bien faire la différence et t'orienter vers la solution qui te convient le mieux. Qui je suis pour te parler de tout ça? Enchantée, moi c'est Élise. J'ai notamment obtenu un BTS tourisme. Oui, j'ai donc le titre d'agent de voyage puisque j'ai fait un BTS que j'ai obtenu en 2010. Ça commence un peu à dater, il a un petit peu évolué mais pas tant que ça. Et les seuls postes que j'ai pu occuper grâce à ce BTS, c'était effectivement agent de voyage. J'étais salarié dans des grands groupes, Thomas Cook, Selectour Ailleurs Voyage pour la dernière agence où j'étais. Et c'est un BTS qui est complet, qui permet d'avoir plein de notions, que ça soit en culture générale, en français, en géographie, en mercatique, mais c'est un BTS qui ne m'a absolument rien apporté sur la partie entrepreneuriale. C'est pour ça que quand j'ai créé ma propre formation de travel planner, j'ai voulu absolument intégrer cet angle entrepreneurial, prospection et développement d'une activité solo, parce que c'est quelque chose qui me manquait, que j'ai appris sur le tas et que j'apprends encore, puisque moi je suis lancée depuis 2019 et je fais de la formation depuis 2020. Parlons un petit peu des critères pour bien choisir sa formation, parce que des formations, il y en a plein. Déjà, il y a un critère qui peut être déterminant, ça va être le présentiel ou le distanciel. Présentiel, ça veut dire qu'il faut que tu te présentes plusieurs fois par semaine, voire tous les jours dans un centre de formation. Donc ce sont des formations qui sont données qu'on appelle en synchrone et donc en présentiel, tu es présent avec le prof, l'enseignant, le formateur, on l'appelle un peu comme on veut. Le distanciel, là tu vas être en synchrone ou en asynchrone, je vais expliquer ce terme juste après. Donc là tu es derrière ton écran, potentiellement, et la personne délivre le contenu en visio. Synchrone et asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire? Synchrone, c'est l'apprentissage des données en temps réel. Donc tu es obligé de te présenter par exemple le mardi de 9h à midi et de 14h à 17h pour suivre la formation. Et asynchrone, ça veut dire que le contenu n'est pas délivré en live et tu y as accès quand tu veux. Moi, c'est comme ça que j'ai construit ma formation. Elle est en distanciel et en asynchrone puisque j'accompagne 90% de personnes qui ont un emploi à côté et qui souhaitent suivre une formation tout en conservant leur salariat. On va avoir aussi, dans les critères à prendre en compte, la durée et le rythme. Notamment, est-ce que c'est un rythme qui est adapté à ta vie personnelle? C'est pour ça que moi, je propose un format qui s'appelle l'immersion des travel planners pour voir ce que c'est exactement la formation en ligne. Parce que il y a aussi la vie quotidienne qui continue, le salariat, la vie de famille, les obligations, les loisirs, les activités, les horaires. Les journées ne font que 24 heures. Et c'est important de savoir si tu peux réellement dédier du temps à ta formation parce que si tu investis dans une formation, c'est pour la suivre et arriver au bout. Est-ce que tu as besoin qu'on soit là tous les jours et d'être en présentiel pour suivre une formation? Et est-ce que tu as matériellement le temps de t'investir dans une formation? Autre critère à prendre en compte, là on va parler contenu. Alors, il n'y a rien de mieux que, après être allé regarder ce qui se fait sur internet, ce qui est donné sur les sites, sur Instagram, etc., prendre contact avec le formateur. Je ne le dirai jamais assez, moi qui suis formatrice, mais qui suis aussi élève dans des formations, prendre contact avec le formateur ou à minima avec l'équipe, mais je trouve qu'avec le formateur, notamment sur des formations où il y a un certain budget, ou avec un coach, peu importe, ou un mentor, c'est important déjà pour valider si le formateur a bien l'image qu'il se donne sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça matche bien aussi avec qui tu es, ton énergie? Parce que si tu matches pas humainement avec le formateur, tu n'appliqueras jamais les conseils. Maintenant, dans ce qui va être les modules de formation, de quoi est composée la formation, c'est ce qui va être le plus intéressant à aller regarder. Est-ce qu'il y a du tourisme? Est-ce qu'il y a de l'écosystème, c'est-à-dire est-ce qu'on te parle du marché, du secteur, de l'activité? Est-ce qu'il y a de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a de la communication? Est-ce qu'il y a de la prospection? Etc. etc. Dans l'idéal, une formation pour moi doit mêler cœur de métier, donc le savoir tourisme, ça peut être par un module, notamment comme moi j'en ai un dans ma formation et c'est le tout premier sur les acteurs du tourisme parce que oui, tu as besoin de savoir où tu mets les pieds avant de te lancer et ça c'est valable pour toutes les industries. Et est-ce qu'il y a aussi des modules plus tournés vers le pratico-pratique, des modules sur la prospection, sur la communication, où là on va venir t'apprendre à communiquer dans le tourisme, parce que communiquer selon l'industrie, ça se fait pas de la même façon. On vend pas des culottes, des courgettes ou de la prestation de service de la même façon, notamment la différence entre produit fini, c'est-à-dire palpable,
et services, c'est vraiment pas la même chose. On ne vend pas les mêmes choses. Encore moins quand on vend des biens de première nécessité. On va prendre un exemple un peu trivial, mais tu comprendras très vite. Le papier toilette est un bien de première nécessité. Je pense. La prestation de travel planner, non, c'est pas un bien de première nécessité. On peut vivre sans. Mais ça veut dire que dans la partie communication, ça demande à communiquer d'une certaine façon pour être sûr d'avoir les bons messages et de convaincre les bons clients. Autre chose à aller regarder, c'est l'équilibre entre théorie et pratique. C'est quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, si tu achètes une formation juste parce qu'il y a 200 vidéos, mais que ce sont 200 vidéos théoriques, honnêtement, pour devenir entrepreneur, ça va te servir à rien. Je vais être très honnête, la théorie, c'est super, c'est bien d'apprendre des concepts. Maintenant, si ces concepts ne sont pas adaptés à ta réalité, à ton niveau de business et à ton industrie, ça ne sert strictement à rien. Je dis à ton niveau de business parce que là aussi c'est important. Quand on est débutant, quand on est intermédiaire ou avancé, on n'a pas les mêmes préoccupations business. Quand on est au début de son activité, l'objectif c'est de vendre. Quand on est plus avancé, l'objectif ça peut être de déléguer. Les contenus ne peuvent pas être les mêmes à tous les niveaux. Donc ça c'est important de bien corréler aussi le niveau d'expertise à ce que tu recherches. Et la dernière chose, c'est la mise à jour régulière des contenus. Alors ça passe par plein de choses, la mise à jour de la formation. Moi, j'opère quasiment une mise à jour par an, ou de l'ajout de contenu, ou du tri. Parce que oui, ça aussi, c'est un critère à prendre en compte. Quand tu achètes une formation, le but, c'est pas d'acheter un nombre de vidéos. C'est d'acheter des contenus qui soient pertinents. Une formation qui n'a pas 200 vidéos n'est pas forcément moins pertinente qu'une formation qui a 200 vidéos. En tant que formateur, d'ailleurs, c'est un engagement qu'on a, c'est de garder des contenus qui sont pertinents et d'enlever ce qui ne l'est plus. Moi, personnellement, depuis 2020, j'ai fait du tri dans les contenus. En 2020, 2021, 2022, il y avait encore des sujets, notamment autour du Covid, qui aujourd'hui n'existent plus. Mais de nouveaux sujets sont arrivés, comme l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est important aussi à regarder. Est-ce que le contenu est mis à jour régulièrement? Est-ce que le formateur aussi se forme et amène de nouveaux contenus ou de nouveaux formats? Et il faut aussi savoir, est-ce que le formateur remet à jour ses propres connaissances? Typiquement, moi, je vais tous les ans à un salon qui s'appelle l'IFTM. Je te mettrai une fiche ici. J'ai fait un vlog justement sur ce salon, qui est un salon professionnel où j'assiste à des conférences, je rencontre des partenaires, je rencontre des acteurs du voyage. Ça fait partie, moi aussi, de mes devoirs en tant que formatrice, de rester à jour, me former et garder mon savoir actif. Un axe qui peut aussi être pris en compte, et là sur les formations de travel planner, on va aller très vite parce que il n'y en a pas, c'est le diplôme ou la certification qui est délivrée à la fin de la formation. Alors quand je dis il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de diplôme d'État. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un BTS ou d'un bac, quand tu fais une formation de travel planner, tu n'as pas un diplôme d'État qui t'est remis, puisque le métier est encore récent et qu'il n'y a pas de diplôme affilié au métier. Est-ce que ça sera le cas un jour? Peut-être. Dans combien de temps? Honnêtement, on n'en a aucune idée. C'est très long de faire inscrire des métiers, notamment au code ROM ou RNCP, donc au Registre National des Compétences Professionnelles. C'est même pas dit que ça le soit un jour. Est-ce que également, dans ces formations-là, il y a de l'accompagnement, il y a de la communauté? Ça, très clairement, ça fait aussi la différence. Si tu sais que de ton côté, tu as un petit peu tendance à décrocher ou tu as besoin de te sentir entouré, soutenu par une équipe, par un groupe, par des gens qui passent par les mêmes choses que toi, la communauté, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent dans tes recherches. Moi, j'ai choisi d'avoir un groupe sur Discord, mais très vite, j'ai compris parce que quand je me suis lancée, je connaissais très bien mon métier et je me sentais hyper seule, c'est-à-dire que j'avais pas forcément de gens avec qui échanger, de gens qui se lançaient dans le même métier que moi. Aujourd'hui, je le vois, la communauté, c'est une réelle force de soutien, d'échange, de recommandation, d'entraide. Moi, j'ai des apprenants qui se donnent du travail, qui se recommandent des prestataires, qui se donnent des infos sur des destinations. Moi, je suis très active sur le groupe, je fais aussi de la veille professionnelle, c'est-à-dire que je partage des articles et ensuite j'en fais un décryptage. Si pour toi, se sentir seul, c'est quelque chose qui peut te faire peur, l'aspect communauté, c'est quelque chose à prendre en compte et à regarder aussi sur comment est alimentée cette communauté. Est-ce qu'il y a des lives? Est-ce qu'il y en a tous les mois? Est-ce qu'il y en a tous les ans? Est-ce qu'il y a des sessions en groupe qui sont proposées? À quel rythme? Est-ce que le formateur est accessible? Et dernière chose qu'on va aller prendre en compte, c'est le prix, effectivement. Alors, le prix, ça veut tout dire et rien dire. Comme c'est un métier qui est très récent, pour lequel il n'y a pas de formation dite classique, ça peut être compliqué de comparer. Il faut après comparer ce qui est comparable en termes d'accompagnement, de suivi. Et je sais que la question qui se pose, c'est est-ce que c'est rentable? Alors, une formation, personne ne peut te promettre de gagner 3, 4, 10 000 euros à l'issue d'une formation. On n'a pas les cartes en main puisque c'est toi qui les as. Quand tu es apprenant, c'est toi qui et acteur de la formation, c'est toi qui la suis, c'est toi qui implémente les stratégies. Juste regarder le contenu, ça fait pas tomber les euros du ciel. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, en tant que formateur, on a une éthique. Donc, moi, je suis formatrice, c'est-à-dire que je suis déclarée auprès de ma région comme organisme de formation. J'ai un numéro spécifique qui m'identifie comme organisme de formation. Et j'ai été donc sensibilisée à l'éthique des formateurs. Promettre des résultats ne fait pas partie des choses que promettent les formateurs. Parce que ce n'est pas une recette miracle à 100%.
encore moins dans l'entrepreneuriat. Donc je t'inviterai, si tu vois ce type de contenu et de marketing, ce sont des promesses marketing, à les fuir parce qu'il n'est pas possible de te promettre ce genre de choses. Et si tu veux même aller plus loin, si tu vois ce genre de promesses, si c'est garanti, ça veut dire qu'on doit t'apporter la preuve que tous les clients qui sont passés par cette formation ont ces résultats. Et moi, je vais être très honnête, mes apprenants ne gagnent pas 10 000 € au bout de 3 mois de formation. Il faut être réaliste, l'entrepreneuriat, ça se construit. Des gens qui vont gagner 1000, 2000, 3000, 5000 €, c'est possible. 10 000, faut peut-être pas pousser. Du moins, pas en début d'activité. Maintenant que tu sais un petit peu quoi chercher, donc si on fait un récap. Première chose, les contenus de formation. De quoi est composée la formation? Est-ce que tu peux avoir accès au programme? Deuxième chose, le format et la durée. Comment est délivrée la formation? Comment tu dois la suivre? Qu'est-ce que tu as besoin comme matériel pour la suivre? Combien de temps elle dure? Etc. Troisième chose, la reconnaissance et les certificats. Est-ce qu'il y a une certification qui est délivrée à la fin de la formation ou pas? Quatrième chose, la partie accompagnement et communauté. De quoi est composée la formation en termes d'équipe pédagogique? Qui sont les gens qui forment au sein de cette formation? Est-ce que ce sont des professionnels du tourisme ou des gens qui se sont lancés il y a que quelques années? Et dernière chose, le prix. Le prix de la formation et aussi les modalités de paiement, parce que là aussi, c'est important. Et attention, je le rappelle, et je fais un disclaimer ici, ne vous mettez pas dans une situation financière inextricable pour vous former. Et ce n'est pas normal non plus, en tant que formateur, de vous dire de vous mettre dans le rouge ou de prendre des crédits pour vous former. Ce n'est absolument pas éthique. Comme pratique, vous ne l'entendrez pas ici. Parlons maintenant plus en profondeur de ma formation. Si t'es là, c'est que les formations t'intéressent, t'as peut-être envie de savoir justement de quoi est composée la mienne. Alors, je vais déjà te raconter l'histoire de justement comment est née cette formation. Parce qu'elle n'est pas sortie de nulle part. Moi, quand j'étais travel planner en 2019, j'ai vu arriver le Covid, j'ai eu beaucoup de temps, comme tout le monde. Et surtout, j'ai eu beaucoup de messages. Beaucoup de gens qui me demandaient, parce que j'avais un parcours assez rare, c'est-à-dire que j'ai un parcours complet dans le voyage. J'ai fait un BTS tourisme, j'ai été agent de voyage, j'ai été réceptionniste d'hôtel, j'ai fait de l'office de tourisme, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai fait du tourisme loisir, business, affaires. Donc moi, le tourisme, j'ai commencé ça il y a longtemps. J'ai commencé le voyage autour de 2005, 2006, si je dis pas de bêtises, 2005, en faisant des saisons, notamment en réception d'hôtel, après en office de tourisme, et puis en faisant un poste un peu longue durée en office de tourisme. Ensuite, j'ai repris un BTS tourisme, je suis devenue agent de voyage, j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans en agence. Bref, j'ai fait beaucoup de choses dans le voyage, c'est un petit peu ma carrière depuis toujours. Et beaucoup de gens me posaient la question et me demandaient de les aider à se lancer, leur donner des conseils. Sauf que pour avoir passé un BTS tourisme, pour avoir été salarié, avoir fait plein de choses dans le voyage, 3 messages à Instagram, ça n'aide pas les gens à se lancer. C'est pas vrai, on peut pas faire du conseil sur Instagram ou pas transmettre sur Instagram. Donc ce que j'ai fait, et vraiment ça a été un gros travail, mais je regrette pas aujourd'hui, j'ai fait une étude de marché et une étude de besoin. Et pour cette étude de besoin, j'ai pris 40 personnes au téléphone, ce qui est énorme. Je conseille pas d'en prendre autant à mes apprenants, mais c'est intéressant de faire des entretiens exploratoires quand on veut intégrer un marché. Et ma vision, c'était, moi je suis une professionnelle du tourisme parce que je viens de ce domaine-là. L'entrepreneuriat, je débute et j'apprends, mais je peux aider les autres parce que j'avais déjà des clients en tant que travel planner. Et ce que je voulais comprendre, c'était de quoi avaient besoin les gens. Où était le manque aujourd'hui en termes de formation? Moi, comme je le disais, j'ai suivi un BTS tourisme et je sais que ce qui manque dans cette formation, c'est la partie entrepreneuriat, se lancer parce que on est formaté pour devenir salarié, notamment salarié dans un groupe. Même si j'avais voulu lancer mon agence, j'avais pas assez de notions avec ce BTS pour le faire. Donc je me suis dit, déjà là, Élise, il y a un truc à faire. Ça manque de contenu business, prospection, vente, mais surtout développement d'une activité indépendante. Et c'est aussi cette vision qui me guide depuis toujours, c'est que je crois fortement à l'indépendance dans le tourisme et je trouve que ça manque d'indépendants. Aujourd'hui, en formant des travel planners, je réponds aussi à ça et c'est ma vision du voyage. Je pense qu'il y a besoin d'avoir plus de possibilités pour les clients, plus de profils de professionnels. Donc forte de tout ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai appris? Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a besoin d'être expliqué? Quels sont et quel est le niveau de connaissance des gens qui veulent se lancer? Et en partant de ça, je me suis dit, ok, je vais sortir ce que j'ai dans ma tête, dans mon cerveau, ce que j'ai acquis, et on va créer un squelette de formation et voir comment on l'organise. Alors, le premier jet a bien sûr évolué, même si la chronologie des modules n'a pas bougé, parce qu'il y a des choses qui pour moi sont indispensables, notamment comprendre les acteurs du voyage. Pour moi, il est impossible et inenvisageable de se lancer si vous ne connaissez pas les acteurs en France, c'est-à-dire comment marche le secteur. Et là, c'est pas juste venir me dire oui, je sais que les agences, ça vend des voyages. Ok, il n'y a pas que les agences de voyage. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et beaucoup d'acteurs qui font
beaucoup de choses que leur activité principale. Et il y a besoin que vous compreniez ça et comment ça marche pour vous lancer sereinement. Parce que vous pouvez pas vous trouver face à un client et bégayer parce que vous savez pas trop comment ça fonctionne, qui travaille comment, qui vend quoi, qui fait quoi. C'est pas possible, c'est pas professionnel. Donc ce que j'ai trouvé le plus pertinent, c'est de découper la formation un petit peu par pôle et par séquence. Les 2 premiers modules, donc il y en a 9 dans la formation, les 2 premiers, ce sont vraiment des modules plus techniques. Alors oui, c'est pas les plus sexy, je sais, mais il faut y passer. Donc le module 1, on va parler des acteurs du voyage. Et là, je vous explique comment ça marche, chaque acteur, comment ils se rémunèrent, comment ils travaillent les uns avec les autres, qui fait quoi, qui produit, qui vend, qui fait un peu de tout, pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. Et vous allez voir que très souvent, vous voyez des acteurs que vous ne connaissiez pas du tout ou que vous ne pensiez pas être des concurrents. Et pourtant, ils le sont. Ensuite, on a un module 2 sur la législation parce que c'est très important pour moi justement de vous expliquer ce que vous avez le droit de faire et quelles lignes vous ne pouvez pas franchir. Alors, petite précision ici, je ne fais aucun conseil fiscaux. Ce n'est pas mon métier. Je suis formatrice et je suis spécialisée dans le tourisme, voire le business, mais je suis pas comptable ou fiscaliste. Et j'entends beaucoup de formateurs donner des conseils sur ça. Faites très attention à qui vous donnez du crédit. Moi, à part un comptable ou un fiscaliste, encore une fois, je n'écoute pas les conseils des uns et des autres. Le conseil en gestion, en patrimoine et en fiscalité, c'est un savoir à part entière. Et en France, il y a quand même quelque chose qui existe qui est l'État. Vous n'êtes pas au-dessus des lois, personne ne l'est. Et comme on dit, l'État n'oublie jamais. Même dans 10 ans, on peut venir vous attraper la veste parce que vous avez fait n'importe quoi à votre début d'activité. Donc s'il vous plaît, faites très attention à qui vous donnez du crédit pour ces conseils. Ensuite, on a un lot de 3 modules qui se suivent, le 3, 4 et 5. Alors, le 3, comprendre les voyageurs, mon module chouchou chéri, c'est le plus gros module de la formation, parce qu'on parle de vente, parce qu'on parle de cible, on parle d'études de marché, on parle de gestion des litiges, bref, on parle de tout ce qui concerne les clients, l'expérience client, la vente. Ça pour moi, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait votre savoir-faire. Ensuite, les modules 4 et 5, études de la concurrence et création d'offres, ça va avec le 3, ça se fait dans cet ordre-là. La cible, la concurrence, les offres. On met pas des offres avant de savoir à qui on parle, ça n'a aucun sens, vraiment aucun. Le module 6, c'est un module un peu à part parce que là on parle communication, mais communication dans le tourisme. Là aussi, on a besoin un peu de fraîcheur, de nouveauté, parce que c'est quand même très codifié dans le voyage. Les sables fins, les cocotiers et l'eau turquoise, c'est bien gentil, mais ça fait 40 ans qu'on en voit, il y a d'autres façons de communiquer dans le voyage. Le module 7, on est sur un module très technique. Là, on va parler base de données et destination, c'est-à-dire où vont les clients, comment on crée sa base de données, avec quels outils. Je vous le disais, moi j'aime le pratico-pratique, donc j'ai fait une démo de comment créer sa base de données sur ClickUp. C'est adaptable sur d'autres outils comme Notion ou Trello. Le module 8, c'est celui que tout le monde adore, qui s'appelle trouver des clients, parce que oui, le but quand vous lancez une activité, c'est de trouver des clients. Et là, pour moi, il y a 2 pôles qui sont très différents. Il y a la stratégie digitale d'un côté et physique de l'autre, parce que oui, tout ne se passe pas que sur les réseaux sociaux. Je peux vous le dire parce que je le vois chez mes apprenants. Il y en a qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui cartonnent, qui vendent sans aucun problème. Donc n'écoutez pas non plus ce genre de conseils où on vous dit la méthode c'est ça, la stratégie c'est ça, parce que le problème c'est que tous les 3 mois ça change. À un moment ça a été il faut être sur Thread, à un moment ça a été les emails, à un moment ça a été les réels. Bref, ça évolue. La communication c'est mouvant, ça change parce qu'il y a des tendances. Mais on base pas son business sur des tendances, parce que le business ça évolue aussi. Donc vous avez besoin de comprendre ce que c'est la prospection digitale, ce que c'est la prospection physique. Et moi, je vous dirais jamais de mettre vos œufs dans le même panier, mais plutôt d'associer différentes stratégies. Et dernier module, on va parler gestion d'entreprise. Oui, avec notamment de la ressource sur la fiscalité, l'imposition. Alors, sur un statut bien précis, la micro-entreprise. Et encore une fois, moi, je documente cette partie-là, mais je ne suis pas experte, donc je ne prodigue pas de conseils sur les statuts ou autres, parce que ce n'est pas mon métier. Attention à qui vous faites confiance sur ces sujets-là. Pour tout ce qui est accompagnement dans la formation, alors, je sais que c'est un sujet pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur de vous sentir seul, vous avez peur de vous laisser abandonner quand vous entrez dans une formation, et je le comprends, parce qu'il y a beaucoup de formations où vous avez juste les vidéos, et puis finito pipo, il se passe plus rien. Moi, dans la formation, je suis très présente dans la communauté, mais aussi dans les suivis. Pour vous donner un exemple, tous les mercredis, je fais les suivis hebdomadaires des apprenants, donc tous ceux qui me sollicitent par email pour un suivi personnalisé, c'est moi qui réponds. Je fais des retours en vidéo parce que, vous vous rendez compte, je parle beaucoup, si je devais écrire tout ce que je dis, ce serait indigeste. Donc moi, j'ai choisi de faire des retours vidéo, donc les apprenants reçoivent un retour en vidéo avec une correction, des ressources, des exercices, des retours, des analyses sur tous les sujets sur lesquels ils me sollicitent. Donc on a ensuite la communauté privée, donc on a un groupe sur Discord avec différents channels où là on discute gestion d'entreprise, communication, on partage nos to-do, on se soutient, on célèbre aussi les victoires parce que c'est important de célébrer
chaque petit pas quand on entreprend, parce que oui, chaque petit pas est important. Et on a tous les mois des lives que moi j'anime ou que des experts animent, et tout ce qui a déjà été fait est accessible en replay. Vous avez notamment des lives sur LinkedIn, sur le droit du tourisme, sur la protection de marque, sur l'assurance voyage, sur Pinterest, sur la page à propos, sur les sites web, beaucoup de choses. Et moi j'anime des lives plutôt tournés business ou cœur de métier, avec par exemple des analyses de situations clients, donc des apprenants qui m'ont soumis des situations et que je décrypte et sur lesquelles je donne des conseils. Des lives plutôt stratégiques sur faire son bilan mensuel, sur comment analyser ses chiffres sur Instagram, etc. Et ça, c'est toujours accessible en replay. Et ensuite, on a des sessions en groupe. Donc, il y a 2 sessions de foire aux questions, animées par Ambre, qui est mon bras droit, ma première apprenante en formation et qui est passée d'infirmière en réanimation à Travel Planner. Aujourd'hui, elle est 100% dédiée à son activité. Donc, elle anime ces sessions en groupe. Et il y a une session qui s'appelle Gestion premier client, où là, on vous accompagne sur le premier client, la première demande. On refait un tour sur les documents, le process, certaines parties de votre entretien client, pour justement que le moment venu, vous soyez archi prêt. Pour vous inscrire à la formation, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de cohorte, il n'y a pas de groupe. Moi, je suis très flexible. C'est pour ça que la formation est ouverte en continu. C'est-à-dire que vous vous inscriviez le 12 août, le 4 mars ou le 25 décembre. C'est pareil, vous avez accès à la même chose, au même contenu, dans les mêmes conditions. Si vous avez des questions sur la formation, vous aurez le lien dans la description. Vous pouvez m'écrire, me laisser un commentaire. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter parce que quand il y a des offres, notamment fin d'année, Black Friday, etc., j'en parle exclusivement dans ma newsletter et je rédige un bulletin tous les lundis, où là je vous parle du métier, des actus. Pareil, c'est un petit contenu de formation qui arrive dans votre boîte mail tous les lundis. Dernière chose avant de clôturer, de vous faire un récap sur les erreurs à éviter. Je vous mettrai ici quelques victoires de mes apprenants parce que oui, si vous allez voir, j'ai des avis 5 étoiles sur Google et c'est génial et je les remercie, tous ceux qui prennent le temps de me laisser un avis. Mais surtout, ce que j'aime vous partager, c'est ce qu'apporte comme résultat ma formation. Parce que vous dire que c'est super et que la formation est cool, effectivement, moi je le pense eux aussi, mais je trouve que vous montrez les résultats, est-ce qu'ils ont des clients, quel type de clients ils ont, comment ils se sentent face à leurs clients, c'est quand même plus parlant, ça vous permet de mieux vous projeter sur les résultats que vous pouvez obtenir avec la formation. Et pour finir, je vous ferai une liste des erreurs à éviter quand vous choisissez une formation. Vérifiez que ce sont des organismes de formation, c'est-à-dire que dans les conditions générales de vente, vous avez un organisme qui est déclaré avec un NDA, c'est un numéro d'activité qui permet de justifier que la personne est bien à la tête d'un organisme de formation. Ça vous garantit certaines obligations, d'avoir un contrat, un délai de rétractation de 14 jours, etc. Ça vous donne des droits en tant qu'acheteur et en tant qu'élève. C'est quand même vachement important. Méfiez-vous des promesses qui sont trop belles, de gains d'argent facile, de réussite simple, de méthodes miracles, ça n'existe pas. Moi, ça fait 6 ans que j'entreprends. Croyez-moi que mes offres ont évolué. Ma communication a évolué, mes canaux de communication ont évolué. Il y a 6 ans, j'avais pas cette chaîne YouTube. J'ai ma délégation qui a aussi évolué. Si j'étais restée avec la recette miracle de 2019, je pense que mon business se serait éteint au bout de même pas un an. Donc fuyez ce genre de discours, fuyez aussi les discours de l'urgence, les promos un peu trop belles, les gens qui vous disent la promo c'est que pour toi, c'est que aujourd'hui. C'est faux, elle est pour tout le monde et vous allez la retrouver dans 3 mois. Ce sont des promesses d'urgence qui vous obligent à vous positionner très vite alors que choisir une formation, ça demande du temps. Vous investissez sur votre avenir. Et c'est pas une petite décision. Fuyez aussi les gens qui vont vous dire « Ah mais si t'as pas 2000, 3000, 5000 euros, c'est que tu crois pas en ton projet. » Non, pas du tout. Ne vous mettez pas dans une situation financière difficile, voire très compliquée pour vous former. C'est non. Les priorités de la vie, c'est manger, payer son loyer, avoir un toit au-dessus de sa tête et pouvoir se soigner. C'est pas se former pour devenir travel planner. Vous avez peut-être été étonné de ce discours, mais je suis désolée, à un moment, il faut repositionner les choses au bon endroit. Ce n'est pas normal de vous presser ou de vous faire culpabiliser pour signer une formation. Pas du tout. Vérifiez aussi les avis, les retours. Et dernière chose, allez aussi solliciter des avis de personnes qui ont suivi la formation. Demandez-leur, et de façon directe, pas juste les avis sur une page Google. Demandez-leur ce qu'ils ont pensé de la formation, du suivi, des supports, peut-être des résultats qu'ils ont obtenus. Demandez-leur aussi du contexte. Parce que savoir si ça marche ou si ça marche pas sans aucun contexte, c'est quand même compliqué de se projeter. Et une fois que vous avez fait tout ça, prenez le temps, réfléchissez-y, regardez si le rythme de la formation, si le contenu, si le formateur vous convient. Moi, ce que je vous conseille, et c'est quelque chose que je propose, c'est de prendre un appel. Si vous voulez parler de formation, mon calendrier d'appel, il est dispo dans la description. Je préfère qu'on échange en one-one, au téléphone ou en visio et qu'on se dise les choses très clairement. Moi, j'ai aucun tabou, je réponds à tout, vous le savez. Et que vous fassiez un choix en conscience, plutôt que vous dire « Oh, elle a l'air sympa, elle est cool sur Insta, je prends la formation ». Non, se former, c'est un vrai choix, ça demande du temps. C'est un investissement financier, c'est un investissement personnel. Par contre, vous avez besoin de vous sentir en confiance. Écoutez, ça aussi, ça fait partie des capacités
capacité du formateur. Il n'est pas normal en formation qu'on vous secoue en vous disant que c'est vous le problème, que vous êtes nul ou que vous faites pas assez. C'est pas ça un accompagnement ou une formation. Un formateur doit aussi se mettre à votre portée, doit vulgariser le contenu pour qu'il vous soit accessible. J'espère que j'aurai répondu aux questions de comment est-ce qu'on choisit une formation, quel type de formation il vaut mieux privilégier. Et si ma formation et ma vision de la formation et de la pédagogie et du métier de travel planner vous parlent et que vous voulez qu'on fasse un point ensemble, mon calendrier d'appel est ouvert, vous avez le lien dans la description. Prenez un appel, venez me poser vos questions, on en discute et si besoin, je vous orienterai ailleurs si ma formation n'est pas la meilleure solution pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, je le dis tout le temps, mais oui, ça fait connaître la chaîne et c'est super cool. D'ailleurs, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me dire que vous découvrez mes vidéos et mon contenu sur YouTube, donc je suis trop contente parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire ou de me faire ces retours.